Jeudi 6h12. Je suis dans la cuisine, lumière éteinte, écran allumé à 20%. Mon téléphone est en mode avion. Le portable professionnel de mon mari est posé sur le plan de travail à gauche de la cafetière. Il l'a laissé là en rentrant tard, veste sur le dossier d'une chaise, chaussures alignées comme à l'hôtel. Je n'ai pas touché à ses affaires depuis 23h41. J'ai attendu que sa respiration devienne régulière. J'ai chronométré. 6h13. J'enfile des gants fins en nitrile. Je branche une clé USB-C sur son appareil. La clé n'a pas de logo, pas de numéro de série visible. Elle chauffe légèrement au bout de 10 secondes. Je ne regarde pas de vidéo, je ne lis pas de messages. Je lance un export ciblé, calendrier, journaux d'appel, liste des appareils Bluetooth appairés, historique de connexion au Wi-Fi de l'immeuble, identifiant de sessions actives. Je note les horodatages. Je capture uniquement les métadonnées. 6-16. Le résultat s'affiche en colonne, propre, trié par date. Des trous reviennent chaque semaine. Mardi 18h30 à 21h10, jeudi 12h15 à 13h40. Les mêmes plages, les mêmes silences. À chaque trou, une connexion à un relais, VPN Corporate, puis une bascule sur un réseau mobile privé. Il ne fait pas ça pour protéger l'entreprise. Il fait ça pour ne pas laisser de traces domestiques. 0618, je débranche. J'efface les logs de la clé, j'éteins l'écran du téléphone. Je replace l'appareil au millimètre près, orientation identique, angle identique. Je prends une photo mentale des miettes de pain sur le plan de travail, 3 points, forme de triangle. Je ne les déplace pas. 6h20. Je descends au bureau de l'immeuble. Le gardien n'est pas encore là. La porte du local technique s'ouvre avec le badge que j'ai fait renouveler en janvier sous prétexte de panne d'interphone. À l'intérieur, un tableau électrique, un routeur de copropriété, des câbles rangés trop proprement. Je n'ai besoin que de 2 minutes. Je connecte un boîtier de monitoring passif sur une dérivation existante. Aucun voyant, aucun bip. Ce n'est pas un outil de piratage spectaculaire, c'est un témoin silencieux. Il ne casse rien, il observe, il tag, il horodate, il archive. Je referme, je ressors, je remets le badge dans ma poche. 0627, je remonte. Dans l'ascenseur, je relis un extrait de statut de société sur mon propre téléphone. Clause d'agrément, cession de parts, droit de vote, pacte d'actionnaire. Les phrases sont sèches, exécutables, sans ambiguïté. Je les connais déjà. Je vérifie la version, le numéro de page, la date de signature électronique. Tout est opposable. 6h31. Dans la chambre, il dort sur le dos. Son visage est détendu. Sa main droite dépasse de la couette. Une alliance. Un capteur de sommeil connecté clignote faiblement sur la table de nuit. Je m'approche, je prends l'appareil, je lis. Sommeil profond 2h14 à 5h58. Je repose. Je n'ai pas besoin de le réveiller. 6h34. Je passe à la pièce attenante, mon bureau. Sur l'écran principal, un organigramme de sa société, valorisé officiellement à 86,4 millions d'euros. Un CEO. Un conseil d'administration qu'il appelle le rempart. Des membres qui déjeunent au même club, qui signent sans lire quand ils parlent vite. Une équipe RH qui gère sa secrétaire comme une extension de son agenda. Une assistante qui filtre les appels. Des juristes internes qui répètent « c'est conforme » tant que la signature vient d'en haut. Sur mon second écran, un tableau de dettes, de garanties, de conventions de trésorerie, de covenants bancaires. J'ai mis des couleurs par niveau de fragilité. J'ai des copies des contrats, des annexes, des avenants. J'ai les dates, les parapheurs, les noms des signataires. Je ne manipule pas des personnes, je manipule des structures. 6h38, je lance une signature électronique sur un document intitulé « Mandat de représentation, opération courante ». Le champ signataire s'affiche. Mon nom est pré-rempli. La signature se fait en 2 facteurs. Je valide. Le PDF se verrouille. À cet instant, mon mari est toujours CEO, toujours protégé, toujours convaincu que sa vie privée est une zone hors contrôle. Dans quelques heures, il traversera un open space plein, il serrera des mains, il fera rire le board, il prendra un café avec elle, la secrétaire, sans même baisser la voix. 6h41. Je reçois une notification silencieuse, accès accordé, portail interne, rôle étendu. Je n'ai pas forcé l'accès. Je n'ai pas deviné un mot de passe. J'ai fait activer un droit dans un organigramme juridique avec une clause que personne ne lit. Je referme mon ordinateur. Je vais à la salle de bain. Je me lave les mains longtemps jusqu'à ce que la peau blanchisse au bout des doigts. 6h44. Je retourne dans la chambre. Il bouge, ouvre un œil, demande l'heure d'une voix pâteuse. Je lui réponds exactement.
6h44. Il se redresse, attrape son téléphone sur le plan de travail, sans regarder où il était posé. Il ne remarque rien. Il m'embrasse rapidement, mécanique, déjà ailleurs. Je lui dis « N'oublie pas, j'ai réunion au siège ce matin ». Il cligne des yeux, surpris. « Au siège ?» Je réponds « Oui, ton siège. Je commence aujourd'hui. » Il ne comprend pas encore que je ne suis pas seulement sa femme. Je suis déjà dans son entreprise, avec un mandat opposable, et il vient de me laisser son téléphone comme on laisse une clé sous un paillasson. 6h52. Il prend sa douche. L'eau couvre les sons. Je reste dans la chambre, assise, dos droit, tablette ouverte sur un dossier nommé « Déplacement Q2 ». Les fichiers sont classés par semaine. Je ne cherche pas des preuves, je cherche des incohérences. 0654. Une alerte du boîtier passif. Nouvelle association Bluetooth détectée dans l'appartement, appareil inconnu, marque haut de gamme, portée courte. Il n'est pas seul dans ses objets. Il transporte des fragments d'ailleurs. 0657. Il sort, serviette autour de la taille. Il consulte son téléphone, fait défiler sans vraiment lire. Je vois son pouce hésiter à l'endroit exact où un message devrait apparaître. Rien. Il relève la tête. Le réseau bug ce matin. Je hoche la tête, je ne commande pas. 7h03. Il s'habille, costume bleu nuit, chemise blanche, montre suisse. L'uniforme du contrôle. Il ajuste sa cravate devant le miroir. Derrière lui, mon reflet reste immobile. 7h10. Il quitte l'appartement. Je l'entends verrouiller. 3 tours. Il pense sécuriser un espace. Il ne sécurise qu'une porte. 7h12. Je descends à mon tour, sans précipitation. Dans le hall, le gardien arrive enfin, café à la main. « Bonjour, madame. »« Bonjour. » Il ne sait pas qu'il m'a déjà laissé entrer plus tôt. 7h25. Taxi, trajet jusqu'au siège. Je regarde défiler les façades vitrées, les logos, les parkings d'entreprise. Tout était construit sur des contrats, des lignes, des signatures. Les gens croient eux que ce sont des murs. 7h48. Accueil principal, badge visiteur imprimé. Mon nom complet. Mention. Consultante, direction. La réceptionniste sourit. On vous attendait. Je ne réponds pas. Je marche. 7h51. Couloir exécutif, moquette épaisse, silence contrôlé. Les portes sont pleines, sans vitres. La discrétion coûte cher ici. Tout est payé en euros, en clauses, en non-dit. 7h53. Salle de réunion A. Ils sont déjà là. Directeur financier, juriste interne, 2 membres du board. Mon mari entre en dernier, confiant, téléphone à la main, sourire de façade. Il s'arrête en me voyant assise. Un temps. Une fraction de seconde où son cerveau recalcule. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je pose devant moi un dossier relié, page numérotée, onglet. Je réponds calmement. Je suis mandaté. Le juriste incline la tête, mal à l'aise. Il a lu le document avant la réunion. Il sait. Mon mari rit, court, nerveux. Mandaté par qui ? Je fais glisser la première page vers lui. Signature électronique, date, cachet interne, son propre cachet. Il cligne des yeux. Il ne comprend pas comment un pouvoir a été activé sans son souvenir. 7h55, le directeur financier prend la parole. Nous allons revoir certaines opérations de cession prévues pour ce trimestre. Mon mari se tourne vers lui, surpris. Quelle cession ? Personne ne répond directement. Ils regardent tous la page devant moi. Je n'ai pas besoin d'expliquer. Le papier parle. 7h58. Je projette un tableau sur l'écran. Structure actionnariale simplifiée. 3 filiales, 2 holdings, une ligne de participation minoritaire récemment déplacée. Le CFO pointe du doigt. Cette part, 4,2%, a été transférée hier. Mon mari se redresse brusquement. Impossible, je n'ai rien signé. Je réponds. Si, tu as signé en janvier. Clause d'exécution automatique, mandat permanent. Je ne dis pas, tu ne lis jamais les annexes. Je n'en ai pas besoin. 8h02. Il serre la mâchoire. Sa main tremble légèrement sur la table. Il ouvre son téléphone, cherche un mail, un rappel, quelque chose. Rien n'apparaît. Le juriste murmure. Tout était conforme. 8h05. Il se tourne vers moi, voix basse. C'est quoi ce jeu ? Je le regarde sans changer de posture. Ce n'est pas un jeu, c'est une procédure. 8h09. La secrétaire entre avec un plateau de café. Elle porte une jupe stricte, un badge, une odeur de parfum discret. Elle évite mon regard, mais ses yeux passent trop vite sur lui. Transaction visible. Elle dépose un espresso devant moi par réflexe, comme si j'étais déjà du comité. Je note la microseconde où ses doigts frôlent ceux de mon mari. Lui aussi la note. Il croit que c'est invisible. 8h12. Je ferme le dossier.
Je vais avoir besoin des accès complets aux serveurs clients et aux archives contractuelles. Le CFO acquiesce immédiatement. Mon mari se lève d'un coup. Non, c'est hors de question. Le juriste intervient presque inaudible. Elle en a le droit. 8h14. Un silence dense. Les membres du board regardent mon mari comme on regarde un homme qui ne contrôle plus sa propre entreprise. Je me lève à mon tour. Je suis à moins d'1 mètre de lui. Je dis simplement « Je suis déjà à l'intérieur ». Et à cet instant précis, son téléphone vibre. Un message s'affiche sans expéditeur. Une seule ligne, première phase terminée. Il pâlit. Je sais que ce message n'est pas pour lui. 8h16. Je ne touche pas à son téléphone. Je n'ai pas besoin. Il le fixe comme si l'écran venait de se fissurer. Le CFO tousse, tente de reprendre le fil. Nous devons avancer. Les banques attendent les rapports avant midi. Mon mari ne répond pas. Il regarde autour de la table, personne ne lui renvoie son autorité. 8h19. Je sors de la salle sans bruit. La secrétaire reste figée près du plateau, comme un élément décoratif. Je traverse le couloir exécutif avec mon badge consultante direction. Les portes s'ouvrent devant moi. 8h22. Bureau IT. 2 techniciens se lèvent quand j'entre. Ils ont déjà reçu un mail interne, accès prioritaire, mandat direction. Je vois la capture du PDF en pièces jointes, ma signature, le cachet de l'entreprise. L'un d'eux demande « Vous voulez un compte admin temporaire ?» Je réponds « Permanent ». Il tape sans discuter. 8h27. Un nouvel identifiant apparaît. Mon nom. Niveau. Supervision complète. Aucun CEO ne devrait déléguer cela. Mais ce n'est pas une délégation, c'est une architecture. 8h31. Je branche un disque chiffré. Export des bases clients. Pas de vol. Une duplication contractuellement autorisée. Clause de continuité opérationnelle. Je signe un registre numérique. Tout est propre. 8h42. Je retourne au couloir. Derrière une vitre, j'aperçois mon mari au téléphone, debout, dos raide. Il parle à quelqu'un du board. Il sourit trop. Je sais qu'il improvise. 8h55. Je m'installe dans un bureau vide, anciennement réservé aux audits externes. Sur la table, un plan de l'entreprise, code de salle, procédures incendie. Tout est pensé pour l'urgence, jamais pour la trahison. Je lance mon propre calendrier. Mardi prochain. Déjeuner, hôtel Lutetia, 13h. Nom de l'invité, C. Martin. Ce nom n'existe pas officiellement dans sa société. Il existe dans ses messages chiffrés. 9h03. Flashback, 3 mois plus tôt. Je suis dans notre salon, un soir ordinaire. Il parle de croissance, de levée, de pression du marché. Je hoche la tête, mon téléphone estante sur la table, écran face contre bois. Une notification s'allume par vibration. Pas un message direct, une anomalie, son agenda partagé vient de se synchroniser avec un événement masqué. Un bloc vide, répété. Je ne demande rien. Je me connecte au routeur domestique, liste des appareils. Un nouvel iPhone apparaît, non, Sophie's iPhone. Sophie n'est pas une amie, Sophie est son assistante. Je note l'adresse Mac, je ne fais rien d'autre. 9h07, 2 jours plus tard, je remarque une facture. Hôtel, 240 €, déjeuner pour 2. Catégorie, client. Le nom du client n'apparaît pas. Je classe le PDF dans un dossier, opération. Ce n'est pas une découverte, c'est une donnée. 9h15, présent. Je reçois un appel du juriste interne. Madame, le président du board souhaite vous voir. Je réponds, je suis disponible. 9h22, salle du conseil. Plus grande, table plus longue, portraits d'anciens dirigeants sur les murs, des hommes qui ont cru être intouchables. Le président du board, cheveux gris, voix calme, votre mari est déstabilisé. Je ne réponds pas, il poursuit. Vous comprenez l'impact de ces transferts ? Je sors une chemise. Oui. Il feuillette. Ses yeux s'arrêtent sur un paragraphe. Cession à des investisseurs individuels ? Je confirme. Des petits porteurs. Fragmentation. Il fronce les sourcils. Pourquoi vendre à des inconnus ? Je réponds. Parce qu'un bloc se défend, une poussière se disperse. Il ne relève pas la phrase. Il ne sait pas si c'est une explication ou un constat. 9h38. Il signe un accusé de réception. Le board valide l'opération, faute de vice juridique. Tout est au légal. 9h45. En sortant, je croise la secrétaire dans le couloir. Elle tient un dossier contre sa poitrine. Ses doigts sont blancs sur le papier. Elle murmure « Je ne savais pas ». Je la regarde. Je demande seulement « Tu as accès à son agenda complet ?» Elle hésite, puis elle acquiesce mécaniquement. Je tends ma main. « Donne-moi les invitations privées ». Elle cligne des yeux comme si elle attendait une colère.
Il n'y en a pas, elle transfère. Un fichier .ics. Plusieurs rendez-vous masqués. Je les reçois. 9h52. Dans l'ascenseur, je lis les intitulés. Appartement rue du Bac. Week-end Deauville. Réunion discrète. Le mot discrète revient souvent quand il s'agit de mensonges. 10h03. Je retourne à mon bureau d'audit. J'ouvre une plateforme de dépôt open source. Je sélectionne un paquet interne. Propriété intellectuelle de son entreprise, un algorithme propriétaire. Je ne publie pas encore. Je prépare. Je regarde les licences, les clauses de diffusion. Tout peut être fait sans illégalité si c'est présenté comme une contribution. 10h14, mon téléphone vibre. Cette fois, c'est lui. On doit parler. Je décroche. Je ne dis pas bonjour. Sa voix est basse. Tu es en train de me détruire. Je réponds. Je suis en train d'exécuter. Silence, puis il lâche. Qui t'aide ? Je regarde l'écran de mon ordinateur. Une liste d'actionnaires apparaît, des dizaines de noms, tous différents, tous récents. Aucun n'a de visage. Je réponds simplement « personne ». Je raccroche. 10h21, je clique sur un des noms d'investisseurs. Profil numérique complet, adresse IBAN historique trop complet, trop parfait. Je réalise alors que ces investisseurs ne sont pas seulement dispersés, ils ne sont peut-être pas réels. Et à cet instant, un nouveau message arrive sur mon canal sécurisé. Phase 2, activation des identités. Je reste immobile, doigt au-dessus du clavier, comprenant que le plan dépasse même la structure que j'avais prévue. 10h24. Je ne ferme pas l'écran. Je laisse la phrase en suspens. Activation des identités. Je n'ai pas de partenaire officiel. Je n'ai pas de réseau visible. Pourtant, quelque chose fonctionne en arrière-plan avec une précision industrielle. 10h27. Je me connecte au registre des actionnaires. Interface interne, authentification forte. Les nouveaux noms apparaissent comme des particules. Micro-investisseurs, montant symbolique, 500 €, 1200 €, 3000 €. Des fragments. Je clique sur un dossier. Photo de profil. Visage neutre, sourire standard. Trop symétrique, trop propre. Je vérifie les métadonnées. Image générée. 10h31. Je comprends. Ce n'est pas seulement une fragmentation, c'est une fabrication. 10h33. Je prends une respiration lente. Je note le rythme cardiaque sur ma montre. 92 battements par minute. Je reviens à 78 en 30 secondes. Contrôle. 10h38. Je lance une recherche croisée sur 3 identités. Même schéma, adresse dans des immeubles récents, boîtes aux lettres inexistantes, numéro de téléphone actif mais silencieux. Des coquilles administratives. 10h45, je reçois un mail interne, demande urgente, banque partenaire. Objet, violation potentielle des covenants. Ils ont détecté la poussière. 10h52. Je descends au parking souterrain. Je m'assois dans ma voiture sans démarrer. J'ouvre une application chiffrée. Canal privé. Aucun contact nommé. Seulement un identifiant. Orphée. Je tape. Qui active ces identités ? La réponse arrive en moins de 10 secondes. Vous. Je relis. Pas de faute, pas d'explication. 10h58. Flashback. 4 semaines plus tôt. Je suis dans un cabinet d'avocats, bureau blanc, café froid. Un associé me parle de protection patrimoniale. Il me montre un contrat de fiducie. Je signe. Je croyais signer pour isoler mes biens en cas de divorce. Je n'ai pas demandé qui contrôlerait les entités derrière. 11h03. Présent. Je remonte au siège. Les couloirs sont plus bruyants. Des chuchotements. Les équipes sentent la variation. 11h10. Mon mari traverse l'open space. Il marche vite. Il ne salue personne. Son téléphone collé à l'oreille. Je le suis à distance, invisible dans la foule. 11h12. Il entre dans son bureau. Porte fermée. Je reste dans le couloir. J'écoute. Sa voix étouffée. Non, je n'ai pas autorisé ça. Oui, c'est ma femme. Non, ce n'est pas une erreur. Il ne comprend pas qu'il parle à des contrats, pas à des personnes. 11h18. La secrétaire passe, dossier contre elle. Elle évite mon regard. Je l'arrête d'un geste minimal. Rue du Bac. Quel numéro ? Elle blêmit. Je ne sais pas. Je sors son propre mail imprimé. Réservation, adresse complète. Elle ferme les yeux une seconde. 27. 11h25, je note. 11h40, je quitte le siège. Trajet vers rue du Bac. 11h58, immeuble haussmannien. Digicode, concierge. J'entre comme une résidente. Je monte au 3e étage, porte 27. Je n'ai pas de clé, je n'en ai pas besoin. Je colle une enveloppe Kraft contre la porte, scellée, sans expéditeur.
À l'intérieur, une copie d'un contrat de cession de parts, avec son nom en bas, sa signature électronique. Une preuve qu'il ne sait pas avoir donné. 12h04. Je descends. En bas, une voiture noire stationne. Vitre teintée. Moteur allumé. Je marche sans accélérer. La vitre s'abaisse, une voix masculine, neutre. Madame, Orphée souhaite vous rencontrer. Je ne demande pas comment ils connaissent mon visage. Je ne demande pas depuis quand ils observent. Je réponds. Où? Maintenant? 12h11, je monte, l'intérieur sent le cuir neuf et le désinfectant. La portière se referme, le véhicule démarre. 12h18, aucun trajet affiché, aucun GPS visible. Je regarde mes mains sur mes genoux. Immobile. 12h26. On s'arrête dans un parking souterrain inconnu. Lumière blanche, caméra. Un homme m'attend, costume gris, tablette à la main. Il ne se présente pas. Il dit seulement « Votre plan était bon, mais incomplet ». Je le fixe. Vous avez activé des actionnaires artificiels. Il acquiesce. Vous aviez besoin de masse, de bruit, d'impossibilité de retour. Je demande « Pourquoi ?» Il répond sans variation. Parce que votre mari ne tombe pas avec une simple chute, il tombe avec une réalité alternative. 12h33. Il glisse une tablette vers moi. Vidéo en direct. Mon mari dans son bureau. Il est seul. Mais derrière lui, sur l'écran de son ordinateur, un message apparaît. En plein centre. Vous êtes déjà sorti du système. Je comprends alors que la destruction n'est plus seulement financière. Elle est environnementale. Et je réalise trop tard que je ne suis peut-être pas l'architecte principal. Je suis peut-être déjà un élément du dispositif. 12h36. Je ne pose pas de questions inutiles. Je regarde la vidéo, mon mari se lève, recule comme si l'écran venait de parler à voix haute. L'homme en costume gris observe ma réaction comme on observe une variable. 12h38. Je demande « Qui êtes-vous » Il répond « Un opérateur ». Aucun nom, aucun logo, aucun cadre légal visible. 12h41. Il fait défiler des documents sur sa tablette. Contrat, structure, identité. Tout ce que j'ai mis en place, mais amplifié, industrialisé. Il s'arrête sur une page. Fiducie, cabinet Delmas et associés, signé par vous. Je reconnais ma signature. Je demande « Vous contrôlez la fiducie ». Il corrige « La fiducie vous contrôle ». 12h45. Il se penche légèrement. Vous pensiez isoler vos biens. En réalité, vous avez créé un véhicule autonome, une machine contractuelle. Je reste droite. Je note la condensation sur la bouteille d'eau posée devant moi. Je ne la touche pas. 12h52. Il reprend. Votre mari va perdre en 3 semaines. Crédit, gouvernance, réputation. Mais il doit aussi perdre sa capacité à comprendre. Je demande « Pourquoi compliqué ?» Il répond « Parce qu'il doit croire que le monde entier s'est réorganisé sans lui. » 13h05. Flashback, le premier signal. Je suis chez nous, tard, un dimanche. Mon mari dort. Je consulte ses factures. Je vois un abonnement, plateforme VR privée. Paiement mensuel, 1800 €. Libellé, Orphée Lab. Je n'avais pas approfondi. J'avais classé. Erreur. 13h11. Présent. Je fixe l'opérateur. Orphée appartient à qui? Il répond. À personne. C'est un système. 13h20. Il me montre un plan. Phase finale, effondrement bancaire. Un protocole de défaut déclenché par une série de micro-cessions légales. Les banques appellent cela une instabilité. Les tribunaux appellent cela une conformité. Mon mari appellera cela une attaque. 13h34. Je demande. Et après? L'opérateur incline la tête. Après, il ne restera pas dans votre environnement. 13h40. Je comprends le sous-texte logistique. 13h48. Retour au siège. Mon mari sort de réunion. Il transpire légèrement. Son costume est impeccable, mais son regard cherche des repères. Il voit la secrétaire. Il l'attrape par le bras. « Tu as parlé à ma femme ?» Elle se fige. « Non. » Mensonge mécanique. 13h50. Je suis dans le couloir, à distance. Je vois tout. 13h55. Le board convoque une session d'urgence. Les banques ont gelé une ligne de crédit. La presse économique commence à poser des questions. Titre interne, crise de liquidité. Mon mari répète « C'est impossible ». Tout ce qui arrive est contractuellement possible. 14h10. Je reçois une notification bancaire personnelle, transfert entrant, 2 400 000 €, libellé, règlement fiduciaire, phase 1. Je n'ai pas demandé cet argent. Je n'en ai pas besoin. Je comprends que ce n'est pas une récompense, c'est une traçabilité. 14h22. Mon mari rentre à la maison plus tôt. Il claque la porte, il marche dans le salon comme dans un tribunal invisible. « Tu m'as piégé », je réponds.
Tu as signé. Il s'approche. Je vais tout annuler. Je sors un dossier, jugement anticipé, clause irrévocable. Aucun recours possible sans reconnaissance de faute grave. Il lit, ses lèvres bougent. Il ne comprend pas le langage qu'il utilisait pour écraser les autres. 14h31. Son téléphone sonne. Numéro inconnu. Il décroche. Silence. Puis une voix synthétique. Bienvenue dans la phase terminale. Il jette le téléphone. 14h38. Il se tourne vers moi. Qu'est-ce que tu veux ? Je réponds. Que tu suives le protocole. Il recule. 14h45. Deux hommes sonnent à la porte. Costume sombre. Aucun badge. Mon mari ouvre, croyant à des avocats. Ils ne parlent pas. Ils entrent. L'un d'eux sort une tablette, affiche un document. Ordonnance de mise sous protection médicale, risque aigu. Mon mari éclate. C'est faux. Je regarde la page. Signature d'un médecin, caché. Tout est au propre. 14h47. Je comprends que la destruction a dépassé l'entreprise. Elle est entrée dans son corps. 14h49. Il s'approche. Il tente de reculer, trébuche contre la table basse. Je ne bouge pas. Je note seulement, 14h49, distance entre lui et la porte, 2,3 mètres. 14h50. L'un des hommes sort une seringue. Mon mari crie mon prénom pour la première fois depuis des mois. Je reste immobile. Parce que ce n'est plus une vengeance financière. C'est un basculement d'existence. Et au moment où l'aiguille me touche sa peau, je vois sur la tablette une ligne que je n'avais jamais lue dans la fiducie. Sujet principal, Madame, mon nom. Je comprends alors que le protocole n'était pas conçu pour lui. Il était conçu pour moi. 14h52. Je ne fais aucun geste. Mon regard reste sur la tablette. Le mot « sujet principal » ne change pas. Il est fixe, typographié comme une évidence administrative. Mon mari s'effondre sur le canapé. Les hommes travaillent vite, sans brutalité inutile. Injection. Contrôle des pupilles, pose d'un capteur sur sa tempe. 14h54. L'opérateur, celui du parking, apparaît derrière eux. Il entre comme s'il connaissait déjà l'appartement. Il me regarde. Vous avez exécuté la première partie. Je demande pourquoi suis-je le sujet principal. Il répond parce que vous êtes stable, prévisible, capable. 14h56. Mon mari tente de parler. Aucun son, sa bouche bouge sans coordination. Je regarde l'horloge murale. Le tic-tac est régulier, aucun bruit dramatique. 14h58. L'opérateur pose un dossier sur la table basse. Il l'ouvre. À l'intérieur, des rapports neurocognitifs. Des évaluations. Mon nom apparaît partout. Je feuillette. Dates anciennes. Il m'observe depuis longtemps. 15h03. Flashback, 2 ans plus tôt. Conférence corporate à Station F. Mon mari présente une innovation disruptive. Une start-up partenaire. Orphée Lab. Je suis au premier rang. Je prends des notes. Je crois assister à une démonstration VR. Je suis déjà un échantillon. 15h08. Présent. L'opérateur parle sans modulation. Votre mari croyait contrôler son empire. Il n'était qu'un vecteur d'accès. Je demande « accès à quoi ?» Il répond « à vous ». 15h12. Il soulève mon mari. Son corps est lourd, inerte. Il le transporte vers la sortie. Aucun voisin ne sort. L'immeuble est silencieux. Tout est prévu. 15h16. Je les suis. Ascenseur, sous-sol, parking. Une camionnette blanche attend. Porte arrière ouverte, intérieur capitonné. Il le place au-dedans comme un colis médical. 15h19. Je reste debout. L'opérateur s'approche. Vous venez. Ce n'est pas une invitation. C'est une étape. Je demande si je refuse. Il répond vous êtes déjà engagé contractuellement. 15h22. Il me tend une tablette. Un document s'affiche. Clause finale. Participation obligatoire au programme Orphée, transfert de conscience environnementale. Je reconnais ma signature, ancienne, noyée dans un ensemble de pages que je n'avais pas relues. Je comprends le mécanisme. Ils n'ont pas forcé. Ils ont fait signer. 15h30, trajet. Je suis dans la camionnette, assise en face du corps de mon mari. Son torse se soulève à peine. Un capteur clignote. Je ne le touche pas. Je regarde seulement la sangle qui le maintient. 15h47, arrivée. Porte métallique, couloir blanc. Odeur de désinfectant et de plastique chaud. Pas d'enseigne, une installation. 15h52. On m'équipe d'un bracelet RFID. On scanne ma rétine. On ne me demande pas mon nom. Ils le savent. 15h55, salle principale. Mon mari est posé sur une table, connecté à des électrodes, écran au-dessus. Activité cérébrale.
L'opérateur se tient à côté d'un technicien. Extraction d'idées, simulation de monde cohérent, production. Je demande pourquoi faire. Il répond votre start-up. Je le fixe. Il incline la tête. Vous pensiez détruire un homme. Vous avez construit une plateforme. 16h03. Il me montre un casque VR posé sur un support. Le monde dans lequel il va tomber est déjà généré. Ses actionnaires, ses pertes, ses procès, tout. Je comprends alors les identités artificielles. Les visages trop parfaits, ce n'était pas pour le marché, c'était pour l'environnement simulé. 16h08. Mon mari bouge légèrement. Ses yeux s'ouvrent à moitié. Il murmure incohérent. Il croit encore être chez lui. 16h12. L'opérateur me tend un autre casque. Vous devez entrer aussi. Stabilisation. Je demande pourquoi moi ? Il répond parce que la vengeance parfaite n'est pas la ruine, c'est le remplacement. 16h18. Je mets le casque noir, puis lumière, un bureau, le sien, même vue sur Paris, même logo sur le mur, mais quelque chose est différent. Le silence est trop parfait. 16h21. Une porte s'ouvre. Mon mari entre, debout, intact, costume impeccable. Il me regarde comme si rien n'avait eu lieu. Il sourit. « Chérie, tu es déjà là. » Je reste immobile. Je comprends que je ne suis pas en train de l'observer. Je suis déjà dans son monde reconstruit. Et la dernière notification s'affiche, suspendue dans l'air, comme un constat judiciaire, simulation verrouillée, sujet principal, actif.